Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet. Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé ? Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher. Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfoui sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas ? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué. Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi. Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées, et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur.
Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures. Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil. Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer. Mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé. Utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie. Pour éviter la plus grande partie des moustiques et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter. Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ?
Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India Dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures.
L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprises aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens.